Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Ravi de vous retrouver après cette soirée foot. C'est à vous de jouer maintenant. Vous avez carte blanche au 39 21 et c'est votre voix l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21. Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir jusqu'à 1h du matin. C'est Andreas Papazian qui signe la réalisation de l'émission et à tout moment, bien sûr, vous pouvez donner votre point de vue par mail europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Magali. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de me prendre au téléphone. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci. Bon, alors voilà, je vous appelle parce que j'ai un mari que j'aime beaucoup. Nous sommes mariés depuis 48 ans. Oui. Mais malheureusement, mon mari a une addiction à l'alcool. Et j'ai fait beaucoup de démarches. Je suis allée aux Alanons. Je suis en contact avec des gens qui m'aident, une psy qui m'aide beaucoup aussi. Mais je n'arrive pas à sortir d'un système de relation qui devient extrêmement difficile. C'est-à-dire que il va me provoquer, ou il va insister, et pour obtenir ce qu'il veut. Il a des idées qui sont, je trouve, de plus en plus fixes. Et au moment autour de l'alcool. Moi, je sais pas à quoi c'est dû. Non, c'est les idées. Je vous demandais, ces idées fixes tournent autour de quoi? Ces idées fixes tournent autour d'un projet qu'il veut faire, et puis il faut le faire parce que si on le fait pas. Si on le fait pas, c'est nul. Il faut absolument quoi. Ce projet vous paraît sensé? Et alors, quelquefois, quand le projet, il peut y avoir des projets sensés. Mais moi, je n'arrive pas à prendre ma place, à dire non, parce qu'il revient toujours dessus. En fait, il me bassine jusqu'à ce que je finisse par céder. Et je trouve que... Alors, est-ce que c'est lié à l'alcool? Est-ce que c'est pas lié à l'alcool? Mais je trouve que, en vieillissant, ça s'arrange pas. Ouais. Mais moi, la question, c'est surtout que quand je découvre, soit que je sens qu'il a bu, soit que je trouve une bouteille parce qu'il les cache, j'ai une réaction forte parce que je vais mal. Et donc je rouspète. Et il me dit, tu vois, vu l'intensité de ta réaction, j'ai bien raison de me cacher parce que vu la façon avec laquelle tu réagis, faut que je me cache. Voilà. Qu'il se cache? Ah oui, il cache ses bouteilles, oui. Alors on les trouve partout, Je cherche pas, À un moment donné, j'ai cherché, maintenant je cherche plus, je veux pas m'emmerder à chercher, quoi. Oui, parce que vous voulez dire qu'il ne s'alcoolise pas en votre présence, il continue à se... Non, pas du tout. Mais bon, c'est certain qu'il s'alcoolise dans sa voiture, dans son bureau, voilà. Au travail, il n'a jamais eu d'avertissement, personne... Non. Ah bon? Il travaille... Non, alors actuellement, il est à la retraite. Et donc, mais c'est vrai qu'au travail, il s'est fait avoir par des gens, parce que je pense qu'il était plus toujours très lucide. Mais je ne retrouve pas un mari ivre, saoul, vous voyez. Ce qui est souvent le problème, le problème de l'alcoolisme chronique, oui, c'est la personne n'est pas forcément dans des états... Bien sûr.
Et alors il est dans un déni parce qu'il dit mais tu vois bien, je suis correct, tu vois bien que j'ai des attitudes normales, je suis correct avec toi. Bah oui, il est correct, mais c'est tout. Mais il C'est vous tout. épuise en fait, vous êtes Ah moi je suis vous êtes épuisée. épuisé, hein, on Ah oui, entend à oui, votre là, et voix. là je suis partie, d'ailleurs je suis partie un peu de chez moi pour me reposer. Je suis Ah oui. lucide hein, C'est bien. sur mon état d'épuisement. Et là voilà, je suis partie me reposer 3-4 jours. Et bon, et ça ira mieux après, mais si vous voulez, moi la question c'est que bon, il n'est pas que alcoolique. Donc moi je continue à l'aimer. Vraiment. Mais cette question d'alcoolisme, ça tue quelque chose en moi, vous voyez. Ça tue une confiance, le fait qu'il se cache. Ça tue une confiance et puis ça entraîne aussi ma méfiance quand il se met à avoir des super bonnes idées qui le concernent. Oui, et qui ne concrétise pas. et que moi je veux pas adhérer à ça parce qu'il devient en fait il est pas méchant, et pas du tout, mais voilà, il va arriver à ce qu'il veut et puis il y arrivera quoi. Et il avait toujours ce tempérament comme ça, on va dire obstiné, enfin pour ne Non. pas dire têtu, non? Non. Donc l'alcool peut accentuer Non. ça. Mais moi je crois qu'il donne une image de lui d'homme très sensé, négociateur, calme. Bon, tandis que moi je suis un peu tout feu tout flamme. Hein, mais en fait, ça c'est l'image parce que à l'intérieur, je pense que je stabilise beaucoup de choses. Mais ces projets tournent certainement. Mais ces projets tournent autour de quoi? Alors, par exemple, bon là, on avait l'idée de changer de maison, hein, parce qu'on commence à prendre de l'âge, sans l'air de rien. Et Je puis, peux vous demander votre âge? Vous dites que vous êtes marié depuis 48 ans. Ah oui, j'ai 69. 69, et votre mari? 69 ans, et lui, il a 70. Et depuis combien de temps s'alcoolise-t-il? Oh. Alors là, Vous l'avez toujours connu? Je pense que ça fait très 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 longtemps, mais moi, familialement, hein, parce qu'on a des enfants, on s'en est aperçu il y a une bonne dizaine d'années. Vous voulez dire que vous en êtes aperçu seulement il y a 10 ans? Ah ouais. Familialement, c'est-à-dire qu'il y a eu des répercussions sur vos enfants? Enfin... C'est-à-dire que nos enfants se sont investis à un moment donné et ils ont beaucoup entretenu leur père à ce sujet. Ils ont surtout quand ils ont découvert les bouteilles cachées dans les buissons, et ils ont essayé de mettre les choses au point avec lui, mais ils étaient déjà adultes à ce moment-là, vos enfants. Ah oui, donc, complètement. Et vous voulez dire que tout le temps où vous les avez élevés ensemble, l'alcool n'a pas été un problème, n'apparaissait pas comme un symptôme dans votre famille, dans le fonctionnement familial. Vous dites qu'il n'est pas agressif, ça ne le rend pas agressif. Il n'était pas alcoolisé, il n'arrivait pas ivre. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Pas du tout. Vous voyez, moi, je dirais que c'est un alcoolisme mondain et aussi, peut-être à l'époque, un alcoolisme d'homme d'affaires, hein, qui était au resto le midi et puis et puis tous les jours. En fait, c'est pas une addiction, je dirais, de très grande quantité. Mais des alcools forts ou plutôt alors du vin il a pris des alcools forts, oui. Des alcools forts. Ah oui, et puis alors associé à beaucoup de médicaments parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et des problèmes, des médicaments, des psychotropes, des antidépresseurs, anxiolytiques. Et puis aussi, il a eu des problèmes cardiaques, donc voilà, médicaments pour problèmes cardiaques, médicaments pour, je vais vous dire, le matin, quand, je sais pas, il a 10 molécules par jour, quoi. Et il les prend, ça, il les prend. Mais il continue à prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs? Oui. Et qui lui ont été prescrites par votre médecin traitant? Par son médecin traitant, oui. Il n'a jamais vu de médecin spécialiste, d'addictologue pour... Alors, il a vu à un moment donné, et l'addictologue, comme il n'est pas... il n'est pas il n'est pas saoul comme un pauvre type dans la rue, disons.
Oui, mais enfin, les addictologues ne voient... c'est un cas mineur. C'est ce qu'il dit, hein. Vous l'avez entendu dire, vous, le médecin, ça? Non. Non, c'est ce qu'il vous dit. Que, bon, voilà, si vous voulez, c'est vrai qu'au niveau de la relation, moi, de ce qu'il me dit... oui, il vous dit ce qu'il veut bien dire, ce qu'il a. Voilà. Mais les médecins addictologues ne voient pas arriver dans leur consultation des gens titubants qui tiennent plus debout, hein, parce que en général, quand les personnes font la démarche de... Mais la fois où il est allé, il a pas, je pense, enfin, dans ce qu'il m'a dit, hein, il n'a pas été pris au sérieux parce que ils ont considéré que c'était pas un cas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Oui, c'est ce qu'il raconte, parce que le fait même, on sait bien que le fait même de faire la démarche témoigne quand même déjà d'une demande à ce moment-là. Donc, je ne suis pas médecin addictologue, mais j'imagine, il se garderait bien, je pense, de dire à quelqu'un non, écoutez, c'est pas si grave, repartez chez vous, il n'y a pas besoin de vous suivre. C'est ce que disent beaucoup de gens après avoir vu des psys aussi. Finalement, il n'y a pas besoin. Bon, la réalité, quand on écoute les spécialistes, est tout autre. Hein. Mais alors moi, vous voyez mon hésitation en ce moment, c'est de me dire, bon, soit je lâche tout, comme je fais depuis des années, et puis, bon, voilà, le couple, il marche au cas un cas. Et puis, j'accepte ces mensonges, parce que c'est ça. Et soit, je force un peu la dose et je loue un studio, un petit appartement, en lui disant, écoute, je ne reviendrai que quand tu auras entamé une cure de désintoxication. Maintenant, j'hésite à faire ça parce que c'est polariser tout. Enfin, vous voyez, sur ce désir que j'ai qu'il arrête. Et bon, je me sens tellement impuissante. Ben, on l'entend bien, oui. On l'entend bien. Voyez, et on entend que vous avez déjà fait, vous, tout un travail intérieur quand vous vous dites finalement, oui, c'est votre désir à vous qu'il arrête. Voilà, mais c'est... Enfin, quand on aime quelqu'un, il y a un côté insupportable de le voir se détruire jour après jour, physiquement et psychiquement. Parce que l'alcool crée des dommages quand même terribles, hein. Puis c'est insidieux, si vous voulez, parce que bon, au quotidien, je vois pas, enfin, voilà. Au quotidien, c'est tellement subtil. Et je comprends que vous envisagiez un peu, à un moment, presque une rupture, enfin, quelque chose qui fasse rupture, parce que c'est quand même quelque chose qui est très installé. Oui. Et où votre couple... C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous avez dit dans votre première hypothèse, vous avez dit soit je lâche tout, comme je fais depuis des années. Oui. Vous avez vraiment le sentiment de lâcher, ou plutôt d'avoir contrôlé pour que ça tienne? Qu'est-ce que vous voulez dire par lâcher tout? C'est lâcher mon désir. Ah oui. Qu'il se bouge. Oui, mais vous allez vous déprimer totalement? C'est un côté très déprimant, non? C'est déprimant. Je trouve. Enfin, personnellement, oui, je trouve que c'est déprimant de voir quelqu'un... je trouve ça terrible de vivre avec un être qui se détruit, quoi. Oui, tout à fait. Mais... Et de dire, c'est vrai, mais c'est un moment, de dire, je peux rien faire, donc je laisse faire. Parce que vous vous sentez terriblement impuissante, et comme souvent l'entourage dans ces cas-là, malgré toute l'attention, l'affection que vous pouvez lui porter, les démarches que vous avez faites, s'il n'y a pas quelque chose qui vient de lui, vous ne pouvez rien faire. Et à un moment, vous ne pouvez que essayer de vous protéger un peu, ce que vous faites, heureusement, semble-t-il, en vous échappant. Oui, j'arrive plus ou moins, mais j'arrive quand même. C'est bien, parce que à un moment, quand on est dans une relation de couple où l'autre va très mal, se détruit, et avec
une forme de résignation, en tout cas de déni, de dire bon c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous pouvez même si vous l'aimez, à un moment dire que oui, vous aimez votre mari, mais est-ce que vous aimez la relation que vous avez avec lui? Oh, moi j'en ai ras-le-bol. Bah oui, je comprends. On va marquer une pause, Magali. On se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite. Europe 1. Caroline Dublanche. Magali, alors vous me disiez que vous aimez toujours votre mari, avec qui vous êtes mariée depuis 48 ans. Il s'alcoolise. Vous l'avez découvert, en tout cas, il y a 10 ans, même si vous pensez que ça remonte à plus loin. Mais en tout cas, il n'y avait pas de répercussions sur la vie familiale. Alors, vous l'aimez, lui, mais vous me disiez, là, juste avant la pub, que cette relation-là, vous en aviez ras-le-bol. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, à partir du moment où il cache une partie de sa vie, et puis où c'est une façon pour lui de... Bon, c'est tout, la bouteille c'est un point d'appui, et puis voilà, où il va pas voir qu'est-ce que c'est que cette fragilité, qu'est-ce que c'est... Moi je le juge pas par rapport à ça, je juge pas, mais manifestement, il s'occupe pas de son problème, quoi. Non, vous êtes très compréhensive même. On vous sent très compréhensive, vous n'êtes pas vous ne l'accablez pas. Non, je l'accable pas. Je l'embête quand même de temps en temps. C'est-à-dire que ça se comprend quand même. C'est ce que je pense, quoi. Oui, mais enfin, en même temps, ce qui serait étonnant, c'est que vous acceptiez tout passivement. Non. Parce que ça vous fait du mal. Par répercussion, ça vous fait du mal. Il se fait du mal, bien sûr, lui. Il se détruit. Mais ça a des conséquences sur vous. D'ailleurs, j'ai un message de quelqu'un qui dit, pour l'avoir vécu, il est impossible de sortir une personne de l'alcoolisme. Si cette personne ne fait pas une démarche, j'ajouterais, sauf que à se détruire soi-même. Le courage de partir est rare. Et le chantage inefficace, à mon avis. Alors, je ne sais pas qui écrit, mais apparemment c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est vrai que le chantage est inefficace. Il ne s'agit pas de chantage. C'est pour ça que j'hésite à faire la démarche de m'éloigner à un moment de lui, je dirais un peu en posant une condition, c'est-à-dire que la condition, ce serait tu commences une désintoxication ce qui n'est pas du chantage, ce qui est une façon déjà vous de vous préserver. Oui. Et de lui dire, c'est-à-dire vous avez raison de vouloir lui en parler auparavant, c'est-à-dire de ne pas le mettre devant le fait accompli. Ah oui, bien sûr. Et de lui dire même peut-être que, enfin, ce que vous me dites là, c'est-à-dire que vous l'aimez, vous continuez à l'aimer, vous aimez ce qu'il est, mais en tout cas plus du tout la relation qu'a instauré l'alcool, c'est-à-dire que vous n'êtes plus deux dans la relation, il y a l'alcool. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, on a fait une démarche de thérapie de couple. Ah bon ? Et bon, moi, je ne savais pas qu'une démarche comme ça allait être très, très orientée sur la communication à deux. Bon, alors on a fait toute cette démarche et il a voulu arrêter en disant de toutes les façons, cette personne spécialisée, ça a raté. Elle n'a pas réussi à nous faire mieux communiquer. Et moi j'étais pas d'accord, je voulais pas arrêter, mais je pense que ça le poussait trop loin dans ses souffrances ou dans ce qu'il a toujours évité de voir et qui lui fait prendre de l'alcool, quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il avait accepté au départ ? Parce que c'est vous qui avez été à l'initiative, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'il avait ? Parce que je pense qu'il a un idéal. Et il a un idéal de, entre guillemets, de bon couple. Et qu'il aimerait s'en rapprocher. Mais la question, c'est... Il vous aime, lui aussi. Ah, je crois que oui. Il vous aime, oui. Il vous aime et il aimerait... La question, c'est qu'il est très, très blessé quand
quand je râle, quand je rouspète, quand je le coince, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Dans une maison, il n'y a pas 36 pièces. Voilà. Puis quand Et quelles répercussions ça a sur votre vie? Puisque vous dites que finalement, il se cache, mais qu'avec vous, alors lui, il dit qu'il est correct. Avec vous, il est comment aujourd'hui? Il est correct. Correct, oui, mais ça suffit pas, ça, pour une relation de couple. C'est pas un alcoolisme méchant. Mais je pense qu'il est il est très honteux et qu'il a beaucoup besoin de me rabaisser quand je dis les choses, je dis des choses qui sont justes. Il me dit, bon, tu vois pas sur quel ton tu me parles, par exemple. Il va me dire ça. Bon, oui, c'est-à-dire qu'il n'aime pas être infantilisé, quoi. Il se sent à ce moment-là, ça touche. Infantilisé. Oui, tout à fait. Et la thérapie de couple que vous aviez commencé à un moment, il a décidé d'arrêter au bout de combien de temps? Oh, on est resté assez longtemps, 2 ans. Ah, quand même. Ah oui, oui. Et rien n'a bougé. Quand même, mais en fait, je crois qu'il avait un grand espoir que je change. C'est incroyable ça, que vous changiez dans quel sens? C'est-à-dire qu'il fallait que je change, c'est-à-dire que vous acceptiez que je puisse dire les choses calmement, posément. C'est quelqu'un qui a horreur de la colère, il a horreur de ça. Et il est tout de suite sur ses gardes. Et c'est vrai que moi, je suis une femme assez ardente, assez bon, voilà. Et je peux pas être comme un ordinateur. J'arrive pas. Peut-être qu'il ferait bien d'exprimer un peu de sa colère, lui, parce que, en tout cas, il y a quelque chose plutôt que de la retourner contre lui-même. Ah ça, mais je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux rien pour lui. Et non, c'est ça qui est difficile. Vous ne pouvez rien pour lui, c'est ce que dit quelqu'un d'ailleurs, c'est Violette qui dit petit à petit il vous entraîne dans ce processus de destruction. Enfin, il y a une fatigue, il y a une lassitude, on l'entend bien, et bien compréhensible. Vous êtes d'une patience, oui, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé là. Là, je suis très fatiguée. Ah oui, je suis très fatiguée. Là, j'ai tout lâché, toute ma vie là. Et je pars, je suis 4 jours en silence, dans la nature. Je suis bien d'ailleurs. Vous vous sentez bien parce que parfois quand on relâche comme ça, c'est là où on peut un peu chuter, un peu, non? Vous êtes triste quand même, ça vous rend triste. Où la solitude est difficile, mais en même temps, c'est vrai, j'aime bien la nature, j'aime bien la lecture. Cet après-midi, j'ai fait une sieste, j'ai dormi 3 heures. Enfin, vous voyez. Oui, vous reposez, quoi. Voilà. Vous avez besoin de calme. C'est vrai que j'ai peur parce que je me sens être entraînée justement vers c'est un épuisement. Vers une vieillesse vous n'êtes pas dans la vieillesse, mais qui pourrait être pas drôle, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça qui me fait peur. Parce que si vous voulez, moi, en fait. Je suis pas un cheval de bataille, mais j'ai une assez bonne santé, vous voyez. Et j'ai une assez bonne santé, et puis et maintenant, ça a une grosse influence sur mes enfants. Mais bon, nos enfants, ils veulent plus partir en vacances avec nous, ils veulent plus. Ça les éloigne quand même. Donc ça vous prive de leur présence. Et ils ne veulent plus parce qu'en fait, ils ne supportent plus de voir leur père comme vous. Enfin, vous supportez avec, mais eux. Donc ça a quand même aujourd'hui des conséquences sur votre vie. C'est-à-dire que vous les voyez moins. Oui, mais en même temps, je les vois, vous voyez, parce que je vois bien ce qui se passe, quoi. Et moi, je me sens très très seule parce que je protège mes enfants, je veux pas... Mais vous protégez tout le monde. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut penser à vous. Les enfants sont mariés, ils ont leur vie de couple. Moi, j'ai pas envie de... Vous voyez que les problèmes d'alcool de mon mari... Oui, bien sûr, je comprends tout à fait, mais c'est dommage que vous ne puissiez plus... Enfin, vous voyez, vous passez des vacances en famille, parce que... Et vos enfants se préservent, et préservent peut-être leurs enfants. Complètement. Donc, moi, je trouve... que la solution que vous envisagez de prendre de la distance et de lui en parler, en disant qu'en tout cas, cette relation-là que vous avez et l'avenir finalement que ça vous réserve, vous déprime, vous angoisse et que vous avez besoin de vous éloigner, de vous prendre, comme vous dites, un studio pour vous retrouver.
Bah oui, dans le fond, et vous le dites d'une façon qui m'intéresse, parce que le risque, vous voyez, c'est que je me fâche. Et à partir du moment où je me fâche, c'est foutu. Ben, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes... j'ai un message là d'Osiris qui dit une femme vraiment aimante. Hein. Il se rend pas compte, il mesure pas. Mais on sent que même si vous vous fâchez, là, on sent que c'est plutôt la tristesse qui prédomine, hein, la tonalité. Bon, alors évidemment, quand vous dites faut pas me fâcher, on comprend qu'il y a des moments où vous craquez. Enfin, je trouve que vous êtes vraiment d'une résistance à toute épreuve. Mais à quel prix pour vous, hein? C'est la question que je me pose. Bah, c'est ça. Parce que vous êtes pleine de compréhension, et à un moment, c'est normal de réagir, y compris vivement, parce que c'est le pire, ça serait de rester passif dans une situation comme celle-là. Mais ça le renvoie trop à ce moment-là, sa culpabilité. Quand vous vous fâchez, il voit vraiment que vous êtes mal, que vous êtes malheureuse, que ça vous meurt de vous. C'est à cause de moi. Voilà, donc il s'en veut, donc il ne supporte pas ça. Il supporte rien de ce qu'il peut. Il met un couvercle sur tout ce qu'il peut, sur toutes les émotions, hein, finalement. Tout complètement. Bon, donc vous qui les exprimez avec tant de force, je trouve, qui savez, petit à petit, le risque, c'est que vous vous éteigniez dans cette situation. Oui. Ce qui serait vraiment un grand risque sur un plan psychique. Ben, je me sens bien. Hein. Et physique. Donc, je trouve que la situation que vous proposez me semble être une bonne chose et pourrait provoquer chez lui un électrochoc. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de dire je reviens si tu fais une cure, et tout ça, mais lui dire que vous l'aimez, mais que vous n'aimez plus la relation que vous avez et que vous sentez que ça vous atteint, que ça vous affecte tellement de le voir dans cette relation se détruire, au fond, plonger et se résigner à ça, cette espèce de défaite-là, que vous préférez vous éloigner. C'est ça, c'est pas facile pour moi. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut pouvoir le dire. C'est-à-dire que vous ne l'attaquez pas, mais vous pouvez là, en revanche, parler de vous et dire que oui, vous pouvez le dire, c'est vraiment pas facile. On va accueillir Claire qui est avec nous au 39-21, qui vous a écouté, me dit Paul, longuement et qui voudrait vous parler. Bonsoir Claire, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Et c'est avec beaucoup d'attention justement que j'écoutais Magali, parce que j'ai connu cette situation de vivre... Enfin, apparemment, vous avez découvert, petit à petit, l'alcool s'est mis peut-être entre vous. C'est une situation qui est très, très perturbante et j'entends très, très bien ce que vous dites, parce que c'est vrai que on est mis à mal, on est mis à mal, mais moi, ce que j'ai compris à travers le parcours que j'ai vécu avec mon ami, qui est lui-même alcoolique, c'est que c'est une maladie. Sachant ça, il faut vraiment que ça soit la personne qui décide de dire bon, là ça va plus, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et je pense que vous et comme moi, dans le parcours que j'ai cru plus ou moins comprendre, c'est que vous avez, je pense, tout tenté pour essayer de lui faire comprendre que ça ne vous plaisait pas, que quand vous trouviez des bouteilles, tout ça, finalement, il se sentait peut-être même fliqué. Tout ça, ça met une ambiance dans le couple qui est vraiment dure. Hein. Et vous devez vivre effectivement des situations très dures où vous devez vous sentir perdu, angoissé, même un désamour, parce que finalement, on a l'impression qu'il aime plus l'alcool que nous-mêmes, que nous ou vous. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Le couple, il part un peu... part dans tous les sens, mais je pense que à travers ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'amour quand même entre vous. Il y a beaucoup d'amour, vous aimez fort. Et vous aimeriez le même homme sans l'alcool. C'est ça que voilà. Voilà. Eh bien, je pense que c'est possible. Ça a été possible pour vous, Claire? Vous voulez dire comment vous en êtes-vous sortie avec votre compagnon? C'est dès qu'il a décidé. Je liais à plusieurs reprises. Effectivement, j'ai mis les valises. Allez hop dehors, ça suffit. J'en ai marre, j'en peux plus. J'avais beaucoup supporté, beaucoup écouté. Et un jour, là, j'ai vraiment tenu bon. C'est-à-dire qu'il a dormi dans sa voiture au moins pendant 2-3 jours. Et il savait plus où aller.
En plus, il était dans un état alcoolisé. Si vous voulez, j'ai tenu bon. Je lui ai dit, vous l'aviez mis à la porte. Oui. J'ai eu peur de le faire, mais je savais que j'avais pas 36 solutions. Il fallait faire ça. Et comme disait la dame, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas un homme méchant, c'est ça ne le rendait pas agressif, oui. Oui, voilà, c'est un homme qui a un alcool, comme je dirais, qui ne se voit pas, mais il suffit du verre de trop pour que ça y est, il sait plus ce qu'il dit. C'est vraiment très particulier en plus parce que je crois que même au début, moi, je m'étais carrément aveuglée. C'est-à-dire que je disais, mais il a bu, il n'a pas bu. Et en fait, je doutais même de moi. Je disais, mais il suffisait qu'il me dise non, j'ai pas bu, et je le croyais. Oui, alors qu'en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Si vous voulez, mais il y a une forme de déni un peu contagieux, c'est normal. Oui. Ouais, c'est du déni. Et alors Claire, donc un jour vous avez utilisé la manière forte, vous l'avez mis à la porte, il a dormi quelques jours dans sa voiture. Voilà, tout à fait. Et là, il a décidé enfin d'aller donc à l'hôpital, donc à côté de chez nous. Il est allé à l'hôpital et il a fait une entrée au centre hospitalier où il le connaissait quand même déjà un petit peu puisqu'il y avait été faire des allers-retours, mais sans grand sérieux. Et là, en fait, il s'est rendu compte. Je pense que ça a été le déclic, et en même temps, il s'est produit aussi un effet. Vraiment, ça a été assez violent verbalement parce que ma fille l'a vu, si vous voulez, qu'il était comme ça. Et il y a eu un regard entre lui et ma fille où quelque part il a compris que là, il avait été trop loin. Parce que jusqu'à présent, ma fille, qui ne vit pas ici, ne savait pas qu'il était alcoolique, mon ami. Donc je l'avais caché et on se débrouillait un peu, voilà. Et là, il se trouvait que quand il a fait cette scène-là, où il est rentré, il était bizarre, ma fille était présente. Et effectivement, quand il a vu les yeux en plus de ma fille, il s'est senti encore plus mal. Et je crois que ça l'a ramené à quelque chose qui a dû lui parler, quelque chose, dire, oh là, je fais du mal à la fille de la femme que j'aime, et là, ça peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment que je me soigne. Donc, il a fait le nécessaire. Alors par contre, c'est vrai que c'est courageux parce que quand il m'a dit qu'il sait ça, je lui ai dit c'est bien, de toute façon c'est pour toi. C'est courageux parce qu'il faut les encourager. Et donc il est allé dans une clinique spécialisée où il est resté à peu près 1 mois avec un travail vraiment très très bien fait, très ciblé. Et voilà, où vraiment ils essaient de chercher un peu le pourquoi parce que l'alcool, finalement, c'est un mal-être qu'ils ont au fond d'eux. C'est une blessure, des cassures profondes que ni vous ni moi ne pouvons régler. Et surtout pas en étant en colère. Mais comme je vous comprends, parce que je vous ai entendu, je faisais pareil, moi, au début aussi. J'ai mais pourquoi ? Et parce qu'on essaie de comprendre des choses que eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Oui, non. Et puis, vous comprenez, et puis ils ne savent pas, ils sont, voilà. Et aujourd'hui, Claire, votre compagnon, vous pourriez dire qu'il est sorti de l'alcool ? Voilà, alors ce qu'on a sorti, non, on ne sort jamais d'un alcoolisme de longue durée, mais bon, la démarche, c'est vraiment 0 alcool. Alors après ce séjour, moi non, de toute façon il n'est pas revenu à la maison, il a pris un petit appartement et moi je garde le mien, mais on se voit. Si vous voulez, on est comme dans une étape où j'ai effectivement besoin de savoir, on s'aime très fort, mais je ne me voyais pas vraiment revivre de nouveau avec lui. Et effectivement, de lui amener aussi mon propre stress. Ça, il n'en a pas besoin. C'est-à-dire, parce que ce qui arrive, c'est que je suis certaine que vous-même, vous doutez de lui tout le temps maintenant. Et vous avez perdu confiance en lui. Oui. Sur le plan de notre relation de couple, lui, oui. Et oui, j'ai confiance en lui sur des choses techniques, enfin, si vous voulez, mais
sur des choses, oui. Et oui, et oui. Je perds confiance en lui. Et oui, voilà. Et cette perte de confiance, finalement, ça leur fait beaucoup de mal. Après, elle est logique, hein, mais eux, ils sont pas du tout dans la même logique que nous. C'est un monde à part. Moi, quand j'ai rencontré ce monde de l'alcool, je pensais jamais que ça existait, ça. Je pensais jamais que ça allait m'arriver. Mais c'est vrai que c'est un monde à part. C'est comme si on rentrait dans quelque chose où justement on n'est pas souvent accepté. On comprend pas tout. Et puis il y a l'autre en face qui est dans le déni. Mais c'est peut-être pas mal ce système que vous avez trouvé où vous avez votre lieu à vous. Voilà, moi, c'est une façon lieu. Aussi de vous préserver parce que là aussi la relation de couple elle va tout ne redevient pas forcément simple une fois que la personne est sevrée parce que d'abord il faut tenir, la personne se retrouve là face à souvent aux difficultés qui l'ont amené à s'alcooliser, c'est douloureux et puis la relation de couple elle-même elle va évoluer parce que il peut s'instaurer un jeu terrible entre la personne qui s'alcoolise et le conjoint qui devient un peu le censeur. Donc il y a des rapports de très grande dépendance, de pouvoir qui peuvent se mettre en place. Donc dès qu'il y en a un qui sort de cette dépendance, ça modifie la donne dans le couple. Donc il y a plein de choses à qui et ça peut être si vous voulez quand il y a beaucoup d'amour, quand on sent vraiment qu'on peut et que l'autre a vraiment envie, ça peut amener à quelque chose de bon, mais ce n'est pas Mais tout n'est pas gagné d'emblée, c'est un travail de longue haleine, mais on sent que c'est une grande transformation pour lui-même. Et puis ça demande à chacun de savoir vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Et par rapport au projet, peut-être qu'envisage Magali de forcer un peu les choses et de lui dire qu'elle envisage de prendre un studio. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire? Oui, je pense qu'il faut il faut expliquer sans se mettre essayer de pas se mettre en colère parce que la colère il la comprenne finalement il la détourne, ça va tourner contre la Magali finalement, ça va se retourner contre vous. Par contre, à chaque fois. Oui, parce que vous êtes dans l'émotion, mais c'est tout à fait normal. Moi, j'ai vécu tout ça. Après, si vous arrivez bien à rester calme et à parler vraiment des sentiments profonds, de ce que vous sentez, vous lui dites franchement, voilà, je suis mal, la situation est difficile, ça serait bien qu'on envisage de faire ça. Déjà, dans un premier temps, ça serait bien s'il acceptait de se faire soigner, de comprendre tout ce qui a pu l'amener à trouver mais ça, c'est son travail à lui. Voilà, ce sera son travail à lui. S'il décide de le faire, mais ça peut très bien marcher. Bien sûr, oui, Par contre, je pense que Magali a raison. Il faudrait qu'elle se retrouve un peu chez elle. Qu'elle se protège un peu. Oui, voilà. Et que ça pourrait provoquer un déclic, parce que tant que vous restez là, il n'y a pas de raison que ça bouge. Alors, et en fait, il ne faut jamais perdre espoir dans ces situations, parce que beaucoup de personnes qui travaillent comme ça dans ce domaine, la prise en charge de patients alcooliques, disent que ils ont vu des personnes s'alcooliser depuis des années et qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui faisait qu'ils décidaient d'arrêter. Alors non sans mal, hein, c'est compliqué, mais il peut y avoir même après des années d'alcoolisation quelque chose qui se met en place, d'une demande qui émerge et sur laquelle on peut évidemment travailler. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui envoie un petit message pendant que vous parliez toutes les deux qui dit: j'ai été alcoolique pendant 30 ans, j'ai décidé d'arrêter tout seul il y a 13 ans, mais c'est vrai qu'il faut que ça vienne de soi. Il y a Joseph aussi qui va dans votre sens, Claire, qui dit Magali, vous devez lui expliquer votre départ calmement, comme vous savez l'être, en parlant de vous, de votre désir de vivre. Il a raison, Joseph, c'est ça aussi, c'est dans de votre désir de vivre, pas de lui. Mais c'est aussi une manière de lui dire votre amour. Il ajoute, par contre, n'attendez pas forcément de retour immédiat, refaites connaissance sur de nouvelles bases, courage à vous. Il y a Margaret aussi qui
trouve votre témoignage à toutes les deux très émouvant. Elle dit dommage que votre mari, pour le moment, ne puisse pas vous entendre, mais bon courage et surtout, ne perdez pas votre morale. Enfin, il ne faut pas que vous perdiez cette vitalité. C'est une lutte sans merci. Hein. Et je suis certaine, en vous écoutant, moi je rejoins aussi Joseph et Claire, on sent que vous êtes tout à fait à même de pouvoir dire à votre mari, calmement, les raisons de votre éloignement, parce que on sent que c'est quelque chose qui a mûri. Hein. C'est pas, on est très loin de la décision prise sur un coup de tête, on le et sent, qu'il y a quelque chose de mûri, de réfléchi, et que vous pouvez aussi être tout à fait posé et réfléchi. Donc vous pourrez faire les choses, même si à un moment l'émotion vous gagne, tant pis. Si vous vous sentez un peu que ça vous rend triste, mais c'est comme ça, c'est aussi pour protéger aussi votre désir de vivre. Je rejoins ce que dit cet auditeur là. Oui, c'est important de garder ce désir de vivre qui peut très vite devenir s'amoindrir parce qu'on veut sauver l'autre et finalement on ne peut pas. Ça, il faut l'accepter. Oui, quand on a accepté de dire que ce n'est pas de notre faute. Vous avez, je crois, passé, on l'entend aussi, c'est vrai, Caroline le dit à votre voix, que tout est bien posé chez vous, et donc je suis certaine que vous allez y arriver. Oui. Et il ne faut pas vous dire, par exemple, comme certains, des ruptures sur un coup de tête, tout ça, ça ne marche pas. Après, on revient, puis on retombe. Non, il faut que ça soit posé, bien comme il faut, sans agresser la personne, parce qu'elle est malade. Oui, l'alcool, c'est une maladie. Oui, en parlant comme ça, et vous avez conscience de sa souffrance, mais il faut aussi qu'il écoute la vôtre, et que vous avez besoin de ce temps pour que lui aille se soigner, vous reposez, je vous remercie, besoin. Je vous remercie beaucoup de votre soutien, Claire, et de votre analyse. Si vous souhaitez peut-être partager toutes les deux hors antenne, parce que j'ai le sentiment que vous pouvez avoir beaucoup de choses à vous dire. Moi, sachez que c'est possible. Haleine, oui, j'entends ça. Mais peut-être que ça peut être aussi un soutien si on peut vous mettre en relation en antenne, si vous le souhaitez. Hein. La dame le souhaite. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite bon courage à toutes les deux. Bon courage. Oui, vous avez raison. On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Claire, et très bon courage. Hein, merci. Magali. Je suis contente. C'est la première fois que j'appelais. Je suis contente de vous entendre. Je vous écoute tous les soirs. Je vous remercie beaucoup. C'est important de vous entendre, ma chère Claire. Ne raccrochez pas. Hein. Au revoir. Au revoir, Magali. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Ensemble pour une belle heure de direct pendant laquelle je vous invite à parler de tout ce qui vous tient à cœur. Le 39 21 est à votre disposition jusqu'à 1h du matin. Paul et Amandine vont vous y accueillir. Un message encore pour Magali, donc qui ne savait plus trop quelle décision prendre face à son mari qui s'alcoolise depuis des années, qui envisageait quand même de s'éloigner un peu de lui, de prendre un studio. Et Joseph rajoute en disant dire votre désir de vivre, c'est aussi donner espoir à votre mari, lui donner envie. Vous avez raison. Merci en tout cas pour toutes vos réactions. On va maintenant accueillir Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, allô. Oui, vous êtes à l'antenne. Vous m'entendez? Non, difficilement apparemment. Très bien. D'accord, mais il y a un petit temps de décalage. Vous êtes à l'étranger, je crois. Il y a un petit temps de décalage. Exactement, je suis à l'étranger. D'accord. Je vous écoute, Romain. Je suis un peu ému en même temps. Alors, je me pose beaucoup de questions. Ça fait un certain moment que je vous écoute. La libre antenne depuis 2013, en fait. Je me suis dit, tiens, j'appelle pas, je la contacte pas. J'ai eu le courage il y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer à l'eau. Et là, je me suis jeté à l'eau et
En fait, c'est parce qu'en fait, je me pose plein de questions sur ma vie. En fait, j'arrive pas à trouver quelqu'un dans ma vie. J'arrive pas à être en couple, en fait. Et je suis mal à cause, en fait, de ça, en fait, parce que je suis célibataire depuis toujours. Donc, voilà, quoi. Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Oui, vous êtes tout jeune. Mais quand vous dites que vous êtes célibataire depuis toujours, ça veut dire que vous n'avez jamais eu de relation avec quelqu'un? J'ai été, mais ça ne dure pas longtemps, en fait. Et comme je suis tout le temps partie, je trouve pas vraiment la personne qu'il faut. Et je me pose, en fait, les questions sur est-ce que je voudrais vraiment être stable quelque part. Est-ce que vraiment je dois me mettre en couple avec quelqu'un? Mais après, j'ai vraiment cette envie qui me travaille, qui me fait... Des fois, je suis malheureux parce que des fois, quand on sort, les gens, ils sont accompagnés, mais moi, je suis jamais accompagné et ça me travaille. Et en même temps aussi, je voudrais aussi vraiment quelqu'un qui pourra m'aimer pour ce que je suis, pas pour le matériel, pas pour l'argent, et que je l'aime pour ce qu'il est, pour le vrai amour. Parce qu'en fait, mais dites-moi, en fait. Vous êtes entouré, vos amis, tous sont en couple? Avec mon boulot, en fait, j'ai pas vraiment d'amis. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Les deux personnes, je voudrais pas en parler, en fait. Mais je voudrais pas parler pour ne pas me reconnaître, en fait. Donc, on peut dire que vous voyagez beaucoup. On peut dire que vous voyagez beaucoup, quand même. Je voyage beaucoup. Ouais, je voyage Ce qui ne facilite pas ça va avec du sport. Oui, ce qui ne facilite pas aussi peut-être ce désir de stabilité que vous ressentez actuellement, de vous poser dans une histoire. Voilà. Oui, ça facilite pas les choses. Ouais. Même si vous êtes très sollicité. Contre, si je trouve quelqu'un, oui. Voilà. Mais par contre, en fait, si je trouve quelqu'un, je pense que je pourrais me donner une chance, en fait, d'être stable pour un moment donné, d'essayer de voir si ça pourrait marcher ou pas. Donc, c'est un peu ça, voilà, quoi. Vous aspirez à cela, en tout cas. Vous aimeriez aujourd'hui avoir une véritable relation, alors que jusque-là, ça a surtout été des aventures qui n'ont pas duré? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu, sans vivre avec quelqu'un, mais est-ce que vous avez eu une histoire qui a duré quelques semaines, quelques mois? J'ai passé du temps avec des gens, je me sentais bien, mais après, je suis partie, tu vois. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je peux vous tutoyer? Non, c'est pas souhaitable. Pourquoi vous voulez me tutoyer? Non, parce que c'est plus facile, en fait, parce que des fois, je parle anglais, je parle beaucoup plus anglais et en français. Ah oui, mais alors moi malheureusement, je parle très mal anglais. Non, mais, donc j'aime bien le vouvoiement en France, voyez. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, je pensais que c'était par souci, un désir de proximité. Non, dans cette émission, si vous voulez, voilà, là, il y a une règle un peu qui a été installée où on se vouvoie, ce qui n'empêche pas une proximité. Oui. Ouais, j'ai compris et je respecte ça, en fait. En fait, c'est parce que je parle ces derniers temps, je parle plus anglais que français. Là, vous vous débrouillez. Oui, donc il y a évidemment. Oui, je comprends. Mais là, écoutez, moi, je suis sans problème. Pourquoi je m'interrogeais, pourquoi cette peur, cette question du célibat et revient-elle en force comme ça actuellement? Est-ce que vous subissez une forme de pression, je sais pas, familiale, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi présent chez vous, là, actuellement? Oui, en fait, parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de père, en fait. Et notre mère était à la fois le père, la mère. Et j'étais tout le temps envoyé dans des familles. J'étais tout le temps envoyé en vacances. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai trouvé mon boulot, je suis parti. Et je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir de l'attention. Je n'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir de l'affection. Et en fait, c'est l'affection que je cherche, en fait. Et à un moment donné, ma mère, elle est morte aussi.
Et j'ai pas eu de peur, donc je suis à la recherche en fait de l'amour. Parce qu'en fait j'ai beaucoup d'amour. En fait, je pense que j'ai beaucoup d'amour en moi que je pourrais partager. Et le temps passe, ça me fait chier d'être tout le temps seul. Et ça m'énerve en fait. Donc voilà, quand je suis triste en fait, on va dire. Oui, mais une tristesse qui n'est pas liée seulement, semble-t-il, à ce que vous vivez là, mais une tristesse qui remonte peut-être un peu à l'enfance, où vous dites que vous étiez au sein de cette famille un peu livré à vous-même. Vous n'avez pas eu, comme une famille, plusieurs enfants, où votre maman était seule pour vous élever, il n'y avait pas de figure paternelle, où vous êtes senti un peu seul et abandonné. Alors d'autant plus aujourd'hui, ouais. Votre maman est décédée. Il y a cette souffrance qui revient et je comprends mieux un peu cette angoisse parce que dans les faits, bon, vous êtes un jeune homme de 27 ans, enfin, vous faites des rencontres, vous voyagez beaucoup, vous pourriez vous dire, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un et que vous ne viviez pas une histoire d'amour. Mais il y a cette un peu solitude d'enfant, enfin cette peur une crainte de l'abandon, de vous retrouver Oh là, il y a un bruit terrible, on dirait un évier qui se débouche là. En fait, je suis sortie de la maison. Dites-moi, je sais pas ce qui se passe, parce que j'ai l'impression, oui, ça fait des bruits étranges à la radio. Un camion qui est passé, en fait. Un quoi, un camion qui est passé. Un camion, il fait drôle de bruit le camion. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, il y a chez vous une angoisse qui est plus profonde, qui touche. Il vaudrait mieux que vous rentriez dans la maison. Je suis désolée, mais le son devient de plus en plus mauvais. Là, je sais pas, là où vous vous trouvez, on a des bruits vraiment parasites. Si c'est possible. Ouais, je suis rentré. Est-ce que là, vous m'entendez bien ? Là, ça devient de plus en plus sourd, mais bon, on a beaucoup de bruits parasites dans cette conversation. Mais c'est-à-dire qu'il y a une attente chez vous tellement forte, mais une attente qui peut presque éloigner de futurs prétendants, enfin prétendantes, vous voyez. Il y a un sentiment de solitude. Donc, depuis l'enfance, vous avez été, me dites-vous, un enfant un peu trop livré à lui-même, assez solitaire finalement. Et votre mode de vie aujourd'hui vous ramène un peu à ça, semble-t-il. C'est-à-dire à travers, même si vous rencontrez beaucoup de monde, mais pas de lien avec qui vous créez une réelle intimité. Vous n'avez pas le temps d'être déjà dans vos déplacements. Enfin, le fait de vous déplacer beaucoup ne permet pas cette intimité-là. Et vous aspirez à ça, c'est-à-dire être aimé, finalement, être assuré aussi, être un peu sécurisé. Vous devez un peu manquer de sécurité. Oui, Romain ? Là, on l'a totalement perdu. Bon, on va essayer de le rappeler. C'est Romain, on essaie encore une fois. Oui, la liaison était très mauvaise. Bon, on n'a plus Romain, malheureusement. On va marquer une petite pause musicale. On va quand même essayer de le rappeler. Et on espère le retrouver dans quelques minutes. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Ça va ? Vous êtes un peu intimidée ? Non, pas du tout, non, mais je pensais pas que j'allais passer tout de suite. Non, je suis votre émission, je vous trouve pétillante et rigoureuse, j'adore. Oh, c'est gentil, merci. Voilà. Merci. Et alors, ce soir, vous vouliez m'appeler pour à quel sujet ? Je suis pas originale, moi aussi, parce que, en fait, je voulais parler de comment c'est quand même difficile de rencontrer, de créer des liens quand on avait la soixantaine et qu'on était pourtant encore ardent, peut-être intéressant. Et puis voilà, donc je voulais parler de ça parce que ça me manque, parce que je suis une sorte d'empathique sauvage. Voilà, je pourrais pas mieux me définir. C'est un concept que vous devriez déposer. C'est singulier. C'est joli en même temps. Mais parce que empathie sauvage. C'est comme ça que je me sens.
parce que en fait, vous ne j'aime vous laissez les gens. pas facilement approcher. Eh ben, j'ai un côté pourtant très spontané, c'est ça, parce que j'ai beaucoup de choses qui semblent opposées. Je suis spontanée et en même temps, je suis à la fois quelqu'un, oui, qui est extériorisé, puis en même temps qui a beaucoup de choses à l'intérieur, voilà. Donc, si vous voulez, j'aime les gens, mais j'aime pas les grands groupes, vous voyez ? Oui, je comprends. Vous Donc, préférez par exemple, les relations un peu d'intimité, enfin, nouer des voilà, liens. j'aime ça, puis en même temps, j'aime plein de petites choses différentes. Et vous voyez, par exemple, j'entends des gens le mot retraite que je déteste, mais qui ont l'impression qu'il faut s'activer, qui n'ont pas une minute à eux, comme il y avait une espèce de fuite, je sais pas, de fuite du temps. Mais moi, ce que je ressens, c'est l'inverse. J'ai envie justement de faire ce que je veux, quand je veux, d'avoir des sensations. Parce que souvent, on résume une vie en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, j'ai eu un métier que j'aimais, j'ai aimé. Là, je me suis séparée de quelqu'un il y a un certain temps. Et je trouve qu'en fait, une vie, c'est plein de sensations indicibles. Et c'est pour ça qu'à mon âge, on a plein de choses à donner, à transmettre. Et moi, j'aime bien les mélanges dans une personnalité, à la fois la sensibilité, la culture, mais en même temps les balades dans des petits villages où on découvre des églises romanes. Voilà ce que j'aime. Oui, donc vous êtes, sans une personnalité riche, complexe, généreuse, et en même temps, vous vous sentez seule. C'est-à-dire que vous êtes en recherche de liens. Il y a cette difficulté à avoir des liens. C'est-à-dire vous vous sentez un peu. Comment se fait-il que vous vous retrouviez avec ce sentiment de solitude là, dans votre vie? Parce que j'ai vécu un certain temps avec une femme, et puis on s'est séparés parce que, disons les choses se sont émoussées, c'était plutôt devenu une camaraderie. Et puis donc j'ai déménagé, mais dans la même ville, qui est une belle ville du Sud-Ouest que tout le monde convoite. Ah bon? Et puis voilà, donc je me dis c'est dommage parce que vous avez déménagé après cette séparation pour la rejoindre? J'ai pas compris. Non. Quand je suis partie quand j'ai arrêté cette relation, j'ai changé simplement d'appartement, mais dans la même ville. Et c'est vrai que arrêter un métier, c'est un petit deuil. Changer d'endroit, c'est un petit deuil. Se séparer de quelqu'un, bien que j'ai pas la nostalgie des années que j'ai aimées. Mais j'ai envie que ces années elles soient belles. J'ai pas envie de dire j'ai pas envie de faire une liste de mes voyages. J'ai envie de sensations et de naturel. Et j'ai pas envie de jouer un personnage. Vous voyez, je suis une espèce de soupe au lait romantique. Voilà. Donc j'ai pas envie Vous avez le sens de la métaphore. Je note parce que c'est entre l'empathie sauvage et la soupe au lait romantique. Non, mais parce vous devriez passer des petites annonces, franchement. J'ai promis à Paul de pas dire trop de mots. Alors j'ai dit, je vous parie que je vais pas en dire trop parce qu'il me dit tout le monde dit ça, puis après on développe. Bah si, c'est bien. Au contraire, en radio, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'exprime, qui parle. Si, c'est très bien. Il y a Frésia qu'elle adhère complètement à votre club, à votre façon de voir, à votre vision du monde, bien qu'elle aime les hommes, mais ça votre vision elle est plus large que ça. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez donc, vous n'êtes plus en activité professionnelle? Non, j'étais. Donc séparée. Vous étiez, oui, pardon. Mais j'étais prof de français. Ah oui, d'accord. Je comprends aussi d'où le goût des mots. Hein. Ah non, mais ça, c'était bien avant. Moi, je suis née en 6e. J'ai aimé j'ai aimé la littérature en 6e. J'ai adoré. Alors, j'aimais toutes les tragédiennes, Antigone, Phèdre. C'était mon côté un peu tragique. Voilà. Oui. Et puis, maintenant, je trouve que... ce que je ressens, c'est que une vie, pour moi, ça va de la mythologie à notre réalité. C'est-à-dire qu'on a des modèles comme ça en littérature, en même des gens qu'on a admirés. Et après, on arrive vraiment à soi-même. Et là, on se dit, j'ai quelque chose à donner, j'ai vraiment envie. Et pour moi, c'est
Oui, j'ai envie d'apprendre par osmose. Et alors, pardon d'être un peu pragmatique, mais qu'est-ce que finalement, par rapport à ce désir de nouer de nouvelles relations, à quoi songez-vous? Qu'avez-vous entrepris finalement pour partager, pour échanger Comme je suis seule en ce moment, je fais des choses toute seule. Vous voyez, j'adore le cinéma, me promener. Je vous dis. Oui, mais vous êtes seule, mais en quête de lien. Donc à un moment. Oui, en fait, je désire. En fait, mon désir profond, c'est de rencontrer. Soit de rencontrer une femme, de rencontrer soit une amitié, un amour plutôt. Et puis voilà, ça ferait mon bonheur. Donc la solitude, quand vous parlez de lien, c'est ce qui vous manque actuellement, c'est vraiment une relation sentimentale. Voilà, parce que je n'ai pas besoin d'être portée, j'ai besoin d'être enchantée, d'avoir des petits enchantements, parce que je suis quelqu'un qui a ses propres goûts, qui sait aller toute seule au cinéma, se balader, mais je trouve que ça n'a pas de sens quand on ne le partage pas. Oui, donc vous aimez bien, vous aimez bien les autres, vous aimez bien partager, échanger, mais vous aimez beaucoup votre solitude. Vous ne vous ennuyez pas avec vous-même. Mais je la vis, je l'accepte telle qu'elle est, mais c'est pas que je l'aime, parce que ça fait comme une petite douleur dans le ventre, ça. Mais vous avez des liens, des amis, des liens amicaux, Mais vous savez, quand on quitte quelqu'un, on quitte des amis aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est tout un ensemble. Mais en revanche, moi, ce que j'aimerais, parce que comme je suis spontanée, moi, je trouve que c'est bien quand on peut, par exemple, boire un café, être en terrasse, discuter avec quelqu'un. Ça m'est arrivé parfois. Et puis faire connaissance de quelqu'un. Mais c'est difficile, ça. Et puis dans la rue, quand une femme aime une femme, on peut pas. C'est pas en croisant des femmes qu'on sait si on partage les mêmes goûts. Oui, ça c'est certain. C'est vrai que c'est. Déjà les rencontres avec l'autre sexe ne sont pas compliquées, ne sont pas simples, j'allais dire. Lapsus non révélateur, je précise, comme quoi finalement, vous voyez, l'inconscient nous joue bien des tours, parce que je trouve que c'est compliqué, mais bon, même si je dis l'inverse, allez, mais c'est pas moi qu'on analyse ici ce soir. Non, mais oui, non, mais ça m'étonne pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas simple, ça renforce certainement ce sentiment de solitude que vous pouvez éprouver, parce que il faut nouer des liens. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est-à-dire au départ, il y a cette forme d'ambiguïté, même si c'est pour ça d'ailleurs vous êtes clair là-dessus. Vous ne parlez pas de votre désir de nouer des relations amicales, vous parlez d'emblée d'une relation sentimentale. Ce qui me manque c'est ce qui me manque le plus, parce que oui, tout simplement parce que moi j'ai toujours mis comment dire, je suis une passionnée, donc l'amour, ça joue, que ce soit l'amour je sais pas, il y a toutes sortes d'amour dans la vie, l'amour de la vie, et puis en même temps, c'est quelque chose qui se perd pas, et c'est. Vous étiez resté longtemps dans cette relation là avec cette femme? Oui, 13 ans, oui. Oui, en effet. Puis voilà, et puis oui, je trouve ah oui, ce qui doit être difficile pour les hommes, pour les femmes, c'est que quand on a certaines années, quoi, on s'est forgé une personnalité puis un rythme de vie, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de s'accorder, parce que on peut, comme dirait la chanson, il suffit pas d'aimer, il faut avoir aussi des affinités puis pouvoir vivre ensemble. Alors parfois on aime, mais on n'a pas les mêmes rythmes. Oui. Parfois on a des affinités, mais c'est pas en récitant, c'est pas en donnant une liste de toutes nos affinités culturelles ou autres qu'on va cependant être attiré par quelqu'un. Non. C'est magnétique. Moi, je trouve que c'est très difficile de concilier les affinités intellectuelles et la sensualité, l'attirance. Ah, complètement, oui. C'est ce qui est merveilleux quand ça se produit, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça se produit rarement. Voilà, donc, pour moi, c'est un miracle.
Oui, c'est vrai, c'est un petit miracle. Quand il y a quelqu'un avec qui on peut avoir justement cette affinité intellectuelle, affective et aussi érotique, sensuelle, c'est clair que... Oui, toutes les formes de d'intimité, je suis d'accord avec vous. Ça, on peut pas l'inventer. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Le fait que quelqu'un nous plaise ou pas, et un enchantement qu'on peut avoir simplement par un sourire, un regard, quelqu'un qu'on croit. Il y a des gens qui vous illuminent et d'autres qui vous éteignent. Non, mais c'est vrai. Bon, il en faut beaucoup, je pense, pour vous éteindre. Vous voulez vous éloigner rapidement, je pense, de ces personnes-là. Oui, j'aime les gens... J'aime les individus et les femmes particulièrement, je dirais, fortes et douces, qui ont un caractère fort et en même temps qui sont subtils. J'aime bien ça, le feu sous la glace un peu. Bon, en tout cas, vous l'exprimez très bien. Il y a Sergio qui dit avec toutes ces métaphores, ces paradoxes, je sens que vous êtes prête pour repartir sur le chemin de Compostelle. Il fait un petit lien. Il est sympa, Sergio. Il fait un raccord avec la semaine dernière où on en parlait du chemin de Compostelle avec une jeune femme qui voulait partir et où finalement une autre. Et depuis, j'ai eu des retours par mail et autres, beaucoup de rencontres amoureuses sur le chemin de Compostelle. Alors déjà qu'il y a pas mal de pèlerins qui marchent, même d'ailleurs des gens qui ne sont pas croyants, mais qui ont cette quête intérieure ou de spiritualité, quête d'eux-mêmes. Et il va y en avoir de plus en plus si on dit qu'on peut croiser l'amour en faisant le chemin de Compostelle. Allez, ça trêve de plaisanterie. Non, mais, j'ai entendu, mais je vais vous dire une chose. J'ai une passion, c'est justement les églises romanes, parce que je viens d'une région où il y a plein de petites églises romanes dans les villages, et j'adore me balader en France comme ça, et puis même dans votre... Et ça, c'est une émotion que j'ai depuis l'enfance. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a quelque chose, même si on n'est pas croyant, quand on rentre il y a quelque chose on sent bien, il y a dans ces lieux-là, il y a quelque chose de très particulier. En tout cas, Frésia, vous lui plaisez beaucoup, en tout bien, tout honneur, j'ajouterais, mais elle trouve que vous parlez tellement vrai. Et il y a un autre message pour vous, quelqu'un qui dit: notre prof de français vous recommande d'adhérer à un club de peinture. On crée, on discute, on partage. Votre goût des enchantements me fait penser à un livre de Françoise Héritier sur les petits bonheurs, dont j'ai oublié le titre. Vous le connaissez ? Oh oui. Vous pouvez nous le dire parce que ça peut. Moi, j'aimerais bien. Non, mais je connais le livre. Vous connaissez le livre, d'accord. Vous vous rappelez plus du titre. Oui, parce que j'aime beaucoup cette femme. Et je savais pas qu'elle avait écrit un livre comme ça sur les petits bonheurs. Ça donne. On va chercher. Et puis vous savez, j'aurais pas dû dire mon métier parce que quand je vous parle comme quand j'avais 15 ans. Voilà, j'étais comme ça, je suis la même. Mais c'est formidable, de garder cet esprit, alors d'enfance ou d'adolescence, de garder, parce qu'à 15 ans, on est au plus près de soi-même. Je veux dire, moi c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec les adolescents, même s'ils nous bousculent beaucoup, mais je trouve qu'ils sont vrais. Il y a quelque chose de... On devrait tous, à un moment donné, repenser à l'adolescent ou à l'adolescente qu'on était, à nos rêves à ce moment-là, notre idéal. Mais vous voyez, c'est pas que j'y pense, c'est que je sais pas, pour moi, le bonheur, quand j'avais 15 ans, c'était prendre mon Solex, des sacoches, des livres de poche et retrouver mon copain de Paris qui venait en vacances chez sa grand-mère. Et puis on se baladait, on riait, et c'est pareil, j'ai envie de rire en même temps, d'être ému par un livre, d'adorer un film. Vraiment, j'ai toujours ressenti ça. Vous avez tellement, c'est vrai, à partager que, ça fait beaucoup réagir. Il y a Frésia, décidément, vous lui plaisez beaucoup parce qu'elle revoit, elle dit: oh mais dommage, mais quel dommage que vous soyez une femme. Parce qu'elle voudrait vous, mais en version homme, vous voyez, Frésia. Parce que tellement elle se sent en phase avec ce que vous racontez. Et elle n'est pas la seule, parce que il y a Joëlle, donc c'est une auditrice, qui dit: où vit cette délicieuse personne? J'aimerais beaucoup la rencontrer et je pourrais donner mon téléphone. Alors vous avez dit une belle ville du Sud-Ouest, mais vous n'avez pas... C'est le moment de préciser, je crois, où quand même. Il n'y en a pas 50, mais... dont on parle beaucoup, qui a une cité du vin. On a beaucoup parlé de son maire. Non, c'est... On peut le dire alors. Moi, je crois avoir deviné. Hein. Alors, vous avez deviné? C'est Bordeaux. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une très belle ville.
Oui. Mais j'aime franchement. Il fait bon vivre, je crois, là-bas en plus. Oui, mais en même temps, c'est une ville qui devient peut-être un peu trop à la mode, mais en même temps, il y a du charme. Moi, j'adore le Pays Basque, mais j'adore la Bretagne aussi. Voilà, il y a plein de régions de France que j'aime. Vous aimez, ben oui, mais bon, c'est Tout ce qui bien. est sauvage. Oui, mais voilà. Alors justement, tiens, à propos de ça, il y a Diane. Elle envoie un petit message. Elle est sur Facebook. Je me trouve tout à fait dans le témoignage de Catherine. Je me sens une empathie sauvage. Je suis aussi célibataire et homosexuelle. J'aimerais lui demander si elle a toujours été comme ça. Y a-t-il un rapport avec sa relation passée? Alors je sais pas ce qu'elle entend été comme ça finalement. Il faudrait qu'elle nous appelle, Diane, parce que qu'est-ce qu'elle veut dire par si vous avez toujours été comme ça? Aimer les femmes, c'est ça qu'elle veut dire, certainement. Ah, peut-être, oui. Peut-être, oui, que c'est de ça dont il s'agit. Donc, je vais pas me confesser. Ah, vous n'êtes pas. Non, vous avez l'absolution. On est vraiment dans l'église romane, là. On est vraiment à Compostelle. Presque. Oui. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que tout ça, je vous assure que je suis hyper naturelle, là, ce soir. Je vous parle comme vraiment. Oui, mais on entend ça. On entend. Et en même temps, j'ai ce côté extraverti, mais en même temps, j'ai un côté... un peu sauvage. C'est-à-dire que vous ne créez pas une intimité aussi facilement qu'il y paraît. Vous parlez certainement facilement beaucoup, avec les inconnus, facilement, j'ai envie de dire, mais de là à créer un lien, vous avez une exigence, on sent. C'est-à-dire que là encore, c'est contradictoire. Je fais confiance et en même temps je suis méfiante. Donc je suis peut-être un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent leur amitié très vite et qui sont déçus. Et moi, peut-être je suis un petit peu sélective et je trouve que. D'ailleurs, vraiment, ce que je pense dans la vie, c'est que je pense que les gens sont souvent décevants, mais que chacun gagne à être connu. C'est vraiment ce que je ressens. Mais en même temps, je sais pas, j'ai ce côté intérieur il y a quelque chose d'intérieur qui a besoin. Il y a ce besoin de lien, mais on sent que vous vous protégez finalement. On sent des déceptions passées, des choses qui font que vous protégez. Et c'est là où vous parliez. C'est vrai que c'est plus compliqué, je trouve, quand on avance en âge, de passer un certain cap, j'ai envie de dire, de faire des rencontres, parce que, enfin, oui, allez-y. Parce que, oui, qu'on soit un homme ou une femme, mais en plus, moi, j'aime pas les chapelles, c'est-à-dire que j'appartiens à aucun microcosme. Vous voyez, bien que j'aime les églises romanes, j'aime pas les chapelles. Non, mais c'est vrai que moi j'aime les mélanges des générations, j'aime les mélanges des gens. Je veux dire, je vais pas vivre qu'avec des gens qui ont les goûts, les mêmes goûts que les miens. Mais dans l'amour, si. Mais voilà. Mais c'est pour ça. Mais je trouve que dans le fait de ces liens aussi, la difficulté de créer des liens, vous l'avez dit à un moment aussi, peut-être que on se protège au-delà des habitudes qu'on acquiert. Peut-être qu'en avançant en âge, alors ça dépend des personnalités, mais quand même, j'ai le sentiment qu'on se protège peut-être beaucoup, voire trop. Je vois ça par rapport à alors après, il n'y a que des cas particuliers, mais des plus jeunes générations où les rencontres se font vite, plus facilement, même y compris d'ailleurs dans la façon de s'aborder, dans le tutoiement. Enfin, on se pose moins de questions, alors que peut-être qu'en avançant en âge, on a plus de mal à laisser rentrer quelqu'un d'autre dans sa vie, surtout quand on a pris l'habitude de vivre seul. Je sais pas. Je sais pas. C'est pourtant plus on vieillit, plus on est désinhibé. Pourtant, je trouve que quand on parlait de la vieille. Oui, non, mais vous trouvez? Oui, mais sur quel plan? Oui, mais sur quel plan? Non, mais sur tous les plans, parce que vous savez, il y avait un film sur la vieille dame. Pas trop, il faut pas non plus, parce que il y en a qui vieillissent vraiment, ils ont un gros problème, ils sont totalement désinhibés. Ça peut aussi nous mener très loin. Non, mais je crois que justement, comment dire, avec la vie, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. Moi, il me semble que les scories, les trucs, je sais ce que je veux plus, je sais donc je vais à l'essentiel. Mais vous savez, c'est vrai que je
peux rencontrer des gens facilement. Je vais à l'essentiel. Et si je sens les choses, je vais les vivre. Je vais pas attendre 107 ans. Mais en même temps, quand je parlais de rythme, je veux dire, c'est pas une peur, mais c'est une réalité. Il y a des gens, je sais pas, qui aiment se lever tôt et aller se balader. Il y a d'autres gens qui aiment se lever tard. Il y en a. Vous voyez, c'est pour des choses comme ça. Donc il faut comment dire, il faut trouver un dosage subtil pour se comprendre. Vous voyez, on peut être attiré par quelqu'un, mais si par exemple on peut pas vivre ensemble, quoique les gens sont pas obligés de vivre ensemble. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ce que je vous dis. Que ce soit des hommes, je des vous femmes. je vous le confirme, ma chère Catherine, parce que j'ai plein de messages qui arrivent pour vous. Je vais en lire le maximum et désolée si je ne peux pas tous les lire. Mais c'est vrai que vous avez touché le cœur des auditeurs, des auditrices. Il y a Cathy qui dit ce petit creux au ventre dont vous parlez, c'est le manque, c'est un point d'interrogation. On sent que vous avez besoin d'aimer, peut-être plus que d'être aimé. C'est ce que je ressens, en tout cas en vous écoutant, dit Cathy, et de même que toute la richesse que vous avez en vous. Cathy vous demande si vous écrivez, et elle ajoute, quel beau compliment, elle dit, vous me faites penser à Colette. Alors c'est très curieux ce que vous êtes, c'est Cathy, ça, c'est un message. Ouais. Oui, c'est très curieux ce qu'elle dit parce que figurez-vous que j'allais vous le dire justement tout à l'heure. Le dernier livre que j'ai acheté que j'ai pas encore lu, c'est sur Colette. Ça s'appelle Colette et les siennes. C'est sur la vie de Colette et de ses amis. Ah oui, c'est incroyable, c'est des correspondances à Cathy. Oui, elle dit vraiment, je me répète, mais écrivez-vous, vous lui faites penser dans votre personnalité, c'est vraiment un beau compliment. À propos de livres, d'ailleurs, merci à Sophie qui dit c'est le sel de la vie, le livre de Françoise Véritier. Merci à Sophie. Il y a la dame de cœur qui dit cette femme est un cœur à prendre, comme on cueille une fleur sauvage et belle à la fois. Son romantisme est troublant. Dit-elle. Il y a Sergio qui dit vraiment vous avez bien fait d'appeler parce que votre témoignage est une friandise. Il y a Joël qui se lance, elle dit Bordeaux n'est pas si loin de Paris où je suis. Joël, donnez votre numéro de téléphone alors, parce qu'après tout, si vous nous le transmettez par SMS, je vous assure, c'est promis, on le transmettra à Catherine. Il y a également Dominique qui a appelé, qui très vite, après vous avoir entendu, dit vraiment je me sens beaucoup de points communs avec Catherine. Moi aussi j'aime les femmes, c'est un des points communs, mais si Catherine désire me contacter, elle donne son numéro de téléphone. Il y a la prof de français, c'est comme ça qu'elle signe, qui dit à propos, puisque vous aimez les églises romaines, je vous recommande la petite église romane Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand. Parmi les messages que j'ai, il y a Martine aussi qui dit je vous souhaite vraiment de trouver l'amour. Il y a Frésia qui dit vraiment vous dites tout ce que je pense, Catherine. Et il y a Angie qui pose une question qui dit avec l'âge, Caroline, on est peut-être moins porté par le désir ou la nécessité de construire. C'est une question, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense le contraire. Moi, je pense que justement, il y a, je crois que, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens un vrai désir de oui. Tout, mais dans, comment dire, dans la, j'allais dire dans l'élégance, mais moi qui suis quelqu'un de banal, hein, je sais pas comment vous dire. Non, mais, vous pouvez pas dire ça. Non, mais je veux dire d'apparence, je veux dire, moi je dis toujours, je suis classique de l'extérieur et je suis exotique de l'intérieur. Voilà comment je me sens. En tout cas, vous savez, vous avez tout un art pour. Je trouve que vous savez bien vous mettre en valeur et c'est pas si fréquent. Si. Parce que à travers la façon dont vous parlez de vous, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, vous vous connaissez bien, semble-t-il. Voilà, vous connaissez bien. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Je voulais vous dire. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous avez conscience de ce que vous êtes. Il y a Monica qui dit ce qui se lit trop facilement se délie aussi tout aussi facilement. Monica qui confirme la désinhibition avec l'âge et elle vous envoie des bisous désinhibés. Il y a Martine qui dit incroyable, vraiment extraordinaire ce que je ressens pour vous. J'aime ce que vous dites, j'aime les femmes aussi. Merci. Alors je ne sais pas si Martine nous autorise à laisser son numéro de téléphone. Il y a Coco qui dit je suis tout comme vous, une rebelle.
cadre, ex-assistante sociale en recherche de partage. Je privilégie la relation à deux, tournée vers les hommes. Je suis souvent déçue de la relation. Moi aussi, 13 ans d'amour avec un écrivain amoureux des mots, âgé de 67 ans. Je ne veux pas d'ersatz, donc je suis seule, mais comme je vous comprends. On a beaucoup de messages pour vous. Joël qui dit, pour Catherine, qu'elle me donne son numéro de téléphone, je l'appellerai à coup sûr. Moi, je trouve que il y a une règle dans l'émission, en général, c'est les auditeurs qui se manifestent parce qu'ils sont touchés par un témoignage, c'est à vous de donner le numéro de téléphone, parce que je trouve que ça crée un peu un déséquilibre dans la relation, c'est-à-dire que vous, en vous exprimant à l'antenne, vous donnez l'air de rien beaucoup de vous, souvent d'ailleurs dans les témoignages, les gens livrent beaucoup d'eux-mêmes, et je trouve qu'il y a un décalage avec évidemment ceux qui écoutent, qui sont animés souvent de la plupart du temps, heureusement de bonnes intentions, mais dont on ne sait rien. Donc je trouve plus logique que ce soit les personnes qui se manifestent, qui donnent leur numéro, qu'on communique à l'intervenant. Voilà, ça je le précise. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous laisser mon numéro, et si les gens effectivement veulent m'appeler ou me laisser leur numéro... je disais juste le contraire, c'est-à-dire qu'en général on ne donne pas le numéro de la personne, ça c'est notre petite cuisine interne, on demande plutôt, je le dis pour Joël mais aussi pour d'autres, si vous êtes d'accord, bien sûr qu'on vous transmettra, mais parce que je trouve que la personne qui intervient à l'antenne se livre beaucoup. Et par rapport à celui ou celle qui appelle par mail, qui est désireux d'entrer en relation, vous n'en savez rien de cette personne. Donc on préfère aller plutôt dans ce sens-là. Il y a Margaret qui dit à propos des livres de Colette et ses amis, elle nous recommande sa correspondance avec Marguerite Moreno, un régal à chaque page. Et puis j'ai encore pas mal de messages pour vous. Je ne sais pas si on va voir en revanche avec les auditeurs et auditrices s'ils souhaitent communiquer leur numéro hors antenne. C'est vrai, je rejoins Sergio, ça a été un plaisir de vous entendre vraiment ce soir. Ça fait beaucoup réagir votre témoignage, et j'espère que peut-être... Est-ce que vous sauriez d'ailleurs s'il y a des personnes qui souhaitent entrer en relation avec vous, mais parce qu'elles souhaitent s'entretenir avec vous, parce que votre personnalité les touche, même si c'est pas dans le cadre d'une relation amoureuse, vous accepteriez de dialoguer avec elles hors antenne? Oui. D'accord. Bon, Ce que je voulais vous dire, surtout, je vous ai parlé vraiment tel que je suis, mais j'allais dire, j'ai pas la panoplie de la littéraire. Si vous me croisez, vous n'avez pas l'impression que je disais toujours ça aussi à propos de moi. C'est vrai, c'est comme ça que je me sens. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre témoignage, et puis ne raccrochez pas, hors antenne, Paul va vous reprendre, s'il a des numéros déjà à vous communiquer. Au revoir, Catherine. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bonsoir. Je suis très ému de vous parler ce soir, parce que j'écoutais votre émission depuis quelques jours. Vous l'avez découverte il y a quelques jours seulement. D'accord. Récemment, oui. Bon, c'est super, j'aime bien quand il y a des nouveaux. Voiture, oui. Et puis là, j'ai décidé de vous appeler parce que actuellement, j'ai un chagrin d'amour qui dure depuis 1 an maintenant, depuis notre séparation avec mon ex, et j'arrive pas à me défaire de cette Vous avez du mal à vous remettre de cette séparation. Oui. Vous étiez resté longtemps avec cette femme? On est resté 1 an et demi. 1 an et demi. J'ai 52 ans, donc j'étais marié, j'ai des enfants, et puis j'ai fait cette rencontre. Et puis depuis, je suis tombé amoureux de cette femme. Et quand on s'est quitté, ça a été pour moi le choc. Et c'est elle donc qui a décidé de... Vous avez quitté votre femme pour elle? Alors, j'ai pas quitté ma femme quand on s'est connus. Mais une fois que ça a été découvert, parce qu'on était en relation un peu cachée, et quand ma femme a découvert ça, j'ai donné des explications, je lui ai dit la vérité, que j'étais avec cette femme, et que j'aimais cette femme, et que j'allais vivre avec elle. Donc je suis parti, et j'ai vécu avec cette femme pendant 1 an et demi.
Et à un moment donné, j'ai découvert par contre qu'elle était psychologiquement atteinte. De quoi souffrait-elle? De quoi souffrait-elle? Elle souffrait ce qu'on appelle borderline. Ah oui. Elle était borderline. D'accord. Mais comment? C'est-à-dire que c'est elle qui vous en a parlé, parce que elle est donc suivie par un médecin, j'imagine. C'est ça, par un psychologue. C'est elle qui vous a dit on avait dit qu'elle avait une personnalité borderline? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Parce que c'est très difficile à définir, même pour les psys, donc tout à fait. Chapeau si vous avez diagnostiqué, vous, du premier coup. Hein. C'est quand on s'est rencontrés la première fois elle m'avait posé une question. Elle m'avait dit, est-ce que tu connais ce que c'est borderline? Voilà, c'est ça. J'ai dit, oui, ce qu'on dit est à la limite entre psychose et névrose, mais c'est tout. Et puis, j'ai pas fait cas de cette question. Et quelques temps après, après 3 mois après, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des attitudes. J'ai commencé à m'interroger. Et ça m'est revenu, si vous voulez, sa question m'est revenue par la suite. D'accord. Oui. Et j'ai commencé à chercher un peu ce que c'est borderline. Et là, j'ai découvert un peu tous les signes qu'elle avait et correspondaient à cette maladie. Dont il y a une grande instabilité, enfin, notamment sur instabilité émotionnelle, impulsivité. Oui. Elle vous a quitté comme ça, du jour au lendemain, ou il n'y avait pas eu de Alors, on s'est quitté prémisse? plusieurs fois. On s'est quitté plusieurs fois. On est revenu après. Oui. Il y a eu beaucoup de yo-yo, mais moi j'étais amoureux d'elle, donc j'étais accroché, donc je ne pouvais pas partir tout en sachant ce qu'elle avait. Oui, bien sûr, vous étiez, comme vous dites, vous étiez amoureux de cette femme. Mais et qu'est-ce qui fait que là, après tout, comme il y a eu beaucoup de... vous êtes séparés, vous avez renoué, là c'est la durée, c'est-à-dire que ça ne durait jamais aussi longtemps, normalement, puisque là ça fait déjà 1 an et qu'est-ce qui fait que vous restez accroché, selon vous, à cette femme, à cette histoire? Je pense qu'il y avait des côtés, quand elle était dans le côté, ce qu'on appelle le côté blanc, il y avait elle avait toute cette douceur, toute cette, et ça, je garde que ça en fait. Quand je garde pas les mauvais souvenirs, les fois où elle est dans le noir, les fois où je garde que le côté où elle était douce, où elle était avenante, où elle était... un peu solaire. Mais dites-moi, est-ce que... enfin, vous n'avez jamais vécu avec elle pendant cette année-là? Si? Ah non, pendant l'année de séparation, non. Non, pas pendant la séparation, mais auparavant. Vous avez très vite habité ensemble? Ah oui. Ah si, on est resté 1 an et demi. Non, mais vous auriez pu vous voir sans vivre ensemble. Vous avez habité ensemble. On a vécu ensemble ici. On a vécu ensemble plusieurs mois, même s'il y avait des séparations qui duraient 15 jours quelquefois, mais on revenait à chaque fois. On a passé des vacances ensemble, même si des vacances étaient houleuses quelquefois. Donc c'était. Et elle vous a quitté sans. Elle ne vous a pas donné de raison la dernière fois. C'est-à-dire, elle est partie. Parce qu'elle allait pas bien, mais elle vous a laissé. Comment s'est passée la rupture? La séparation, il y a eu des prémices. Il y a eu des prémices avant la séparation. Elle commençait à se détacher. Elle commençait un peu à. Et moi, je comprenais pas, puisque les fois où on se quittait, on revenait. Oui. On revenait juste après, 1 semaine après, elle revenait vers moi et qu'on recommençait un peu Et quand elle m'a quitté, moi je pensais que c'était un coup de tête et que 15 jours après, elle allait me rappeler, etc. Mais non, ça a duré. Elle a changé, elle a changé son numéro de téléphone, elle a déménagé. Pas d'adresse. Oui, donc aucun moyen de la retrouver. Et quand vous dites que vous avez eu beaucoup de mal à vous remettre de cette séparation, c'est-à-dire ça se manifeste comment? Vous pensez donc souvent à elle Voilà, ça se manifeste par de la tristesse? Vous avez du mal à avancer? Qu'est-ce qui se passe au juste de votre côté, à vous? C'est qu'elle est tout le temps dans mes pensées. Voilà, chaque fois que je vois quelque chose ou qui me rappelle notre rencontre, les souvenirs qu'on a passés, ça me revient souvent. J'arrive pas à me détacher, passer à autre chose. Voilà. Donc, oui, c'est-à-dire que vous ne voyez pas d'autres. Il y a pour le moment, pour vous, vous n'envisagez pas d'autres rencontres possibles. Elle est trop présente. C'est ça. C'est ça.
exactement. Et quand vous êtes occupé, quand vous travaillez, ça s'atténue un peu? Quand je travaille, ça va. Quand je travaille, j'arrive quand même à... Mais dès que j'arrête de travailler, dès que je suis soit dans la voiture, soit à la maison, soit tout seul... Est-ce que vous diriez que ça vous empêche de mener votre vie, au fond, y compris de trouver du plaisir là où vous en preniez auparavant, dans certaines, sorties, activités? Oui, je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport, par exemple. Je donnais l'exemple. Et puis là, depuis un an, j'ai arrêté toute activité sportive. Vous n'avez plus envie. Voilà, donc j'ai plus envie. Je dirais, oui, j'ai plus envie. C'est pas tout à fait. Je suis pas en dépression parce que bon, j'arrive quand même à boire. Oui. Mais vous êtes un peu déprimé. Un peu nostalgique, un peu. Oui. Et pourquoi vous n'iriez pas un peu parler d'elle, de cette histoire, de votre relation, ça vous amènerait peut-être au-delà de cette femme? Vous avez fait une démarche déjà? Si, j'ai fait une démarche. J'ai eu des séances de psychothérapie, j'ai vu un psychologue. Pour cette raison? Pour cette raison. Et pourquoi vous n'avez pas continué? Parce qu'à un moment donné, je me dis, il y a des fois où je me sentais un peu mieux. Oui, mais c'est le problème. Souvent, beaucoup de personnes font comme vous. Quand elles se sentent mieux, elles arrêtent. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça vous fait du bien, que vous réagissez bien. Mais du coup, elles arrêtent trop tôt leur thérapie ou leur suivi. Et trop tôt, et du coup, on replonge. Vous voyez, c'est que... Moi, je vous recommanderais, vous aviez un bon réflexe, je vous recommanderais d'aller en parler et vous allez voir que peut-être à travers cette histoire, cette rencontre, ça va vous amener vers bien d'autres chemins et peut-être un peu à la découverte de vous-même aussi. Souvent, ce qui se passe après une séparation. Bon courage à vous, Patrick. Merci. Reprenez cette démarche. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à demain dès 22h30. Demain, il n'y a pas de foot. Il est maintenant 1h du matin et vous écoutez Europe 1.